Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Romy Topin-Pélican, présidente de l'AFCA. L'AFCA, vous le savez, c'est l'Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005. Madame la présidente, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Granier, bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs qui regardent Zouk TV. Pourquoi vous ne dites pas bonjour aux téléspectatrices alors? C'est tellement évident que les téléspectatrices sont dans mon cœur, elles d'abord. D'accord, bien sûr, bien sûr. Merci d'avoir relevé. Je vous en prie, madame. Alors, est-ce que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer aux parents des victimes de ce crash aérien incompréhensible, j'ai envie de dire? Oui, j'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles aussi. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un expert qui est allé sur simulateur et qui a bien vérifié tous les éléments, chaque petit paramètre du vol 708, le vol fatidique, et qui nous certifie aujourd'hui que l'avion était bien en surcharge et à la limite, il n'aurait même pas... À 2 reprises près, il aurait pu se casser la gueule avant de quitter le Panama. Donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui on nous raconte des bêtises. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que pour poursuivre le combat, il faut le nerf de la guerre. Et 17 ans, ça use. 17 ans, ça vous vide votre compte en banque. Et l'association, après 17 ans, elle n'a plus les moyens de continuer. Et les experts, les avocats, il faut bien les payer. Ne serait-ce que pour aller sur simulateur, il fallait payer avant d'aller sur simulateur. On n'a même pas encore payé les pilotes et l'expert. Donc, il nous manque des fonds. Et c'est pour cela que nous avons fait un appel aux dons par le biais d'une cagnotte Letchi. D'accord. Donc, nous allons parler de la cagnotte, mais quand même, durant le mois d'août, nous avons diffusé ce film à peu près 5 fois, sinon peut-être plus. Mais enfin bon, on l'a diffusé largement. Nous avons eu des retours de personnes qui nous demandaient à revoir ce film. Les gens disaient, mais on ne comprend pas. Tout ce qui est expliqué dans ce film démontre qu'il y a... les gens sont ciblés, les gens sont ciblés. Nous ne sommes pas des juges, mais comment se fait-il que la justice n'arrive pas à démêler tout ça et n'arrive pas à définir qui est coupable? Est-ce qu'on n'a pas voulu enterrer cette histoire-là? Oui, en fait, c'est ce qui ressort du film, parce que nous apportons effectivement tous les éléments. Ce ne sont pas des choses que l'AFCA invente. Ce sont des responsables qui sont dans le dossier. Ce sont des manquements qui sont évidents, qui ressortent des 60 000 pièces, 60 000 pages du dossier. Donc, nous avons tout analysé. Et il nous paraît évident que le juge ne fait pas son travail. Les enquêteurs qui travaillent avec lui aussi ne font pas leur travail. Parce que, par exemple, depuis le départ, on nous disait que l'avion était trop lourd. Il suffit maintenant que nous demandions qu'on mette en cause la société qui a fait le devis de masse, qui a fait le chargement de l'avion. Et tout de suite, on nous dit, finalement, non, il n'y avait pas d'excès de poids. Donc, je pense que la justice française, en tout cas la France d'une manière globale, ne veut pas se mettre à dos les pays concernés, donc ni la Colombie, ni le Panama, ni les États-Unis. En tout cas, on ne touche à rien dans nos relations diplomatiques. Et tant pis pour les 152 qui se sont cassés la gueule. Donc ça devient une affaire politique? Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été, parce que rappelez-vous, ce sont d'abord les politiques qui sont montés au créneau le jour du crash et les jours qui ont suivi pour nous dire qu'ils feraient tout, absolument tout, pour que les familles connaissent la vérité. Et force est de constater que la politique qui est menée, elle est tout à fait autre. Elle est contraire à ce qui avait été annoncé. D'où l'indignation des familles, d'où le sentiment d'être malmené par cette justice-là qui, finalement, ferme les portes, donc ne va pas vers la manifestation de la vérité. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour essayer qu'on vous rende justice? On va parler de l'histoire d'argent, mais au-delà de l'argent, oui. Est-ce que il y a des choses qu'on pourrait mettre en avant pour avoir une éventuelle lueur d'espoir?
Alors, c'est ce que fait l'AFCA, parce que notre rôle aujourd'hui, parce que nous avons, lorsque l'association a été créée, nous avions toute une liste d'actions à mener, en particulier le retour des corps, etc., voilà, les procédures à mettre en place. Aujourd'hui, notre seule et unique action se concentre sur cette quête de la vérité, sur l'action auprès auprès de la justice française au tribunal de Fort-de-France. Mais si, à Fort-de-France, alors nous avons vu en première instance, nous sommes maintenant devant la cour d'appel, nous avons des dossiers qui ont déjà été rejetés, donc qui sont en instance de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, et nous attendons ce dernier volet sur la masse de l'avion, et ce dernier volet-là va être déterminant. Et donc, nous avons pour cela, parce que nous sommes conscients de l'importance de ce dernier round, donc nous avons tout mis de notre côté, c'est-à-dire que les derniers fonds que nous les avons utilisés pour que des experts et des pilotes aillent faire des vérifications. Mais ce n'est pas le travail de l'AFCA. Ça, il y a des experts judiciaires qui sont compétents pour ça, qui sont payés avec l'argent du contribuable, qui sont payés pour cela. Ils sont allés sur le simulateur, ils ont fait un peu n'importe quoi pour arriver à une conclusion qui défait ce que Boeing avait déjà démontré, ce que le BEA avait déjà démontré, ce que les gendarmes du transport aérien avaient déjà démontré. Ils vont défaire tout ça pour dire qu'il n'y a pas de surcharge. Et moi, je pense que pourquoi ils font cela? Parce qu'ils ne dérangent personne. Ils n'inquiètent surtout pas la société d'assistance au sol au Panama qui a fait le chargement. Hein, parce que depuis le départ, ils nous disent le document qu'ils ont remis aux pilotes est faux. La masse qu'ils ont calculée ne correspond pas à la réalité. Donc nous leur disions, allez leur demander des comptes. Ça, ils n'ont jamais voulu le faire. Alors, ils ont trouvé une parade, dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de masse, qu'il n'y a pas d'excès de poids, donc on laisse la société continuer tranquillement, on ne dérange pas les relations diplomatiques avec le Panama, et puis voilà. Mais au-delà de cette histoire de masse, il semblerait que cet avion était catalogué avion poubelle. Ce n'est pas simplement un problème de masse. L'entretien même de cet avion n'était pas aux normes. Comment cet avion pouvait encore voler et arriver sur un territoire français? Est-ce qu'il serait arrivé à Oli-Wawa si on ne l'aurait pas laissé entrer? Pourquoi chez nous il est entré? Il n'aurait même pas été programmé parce que des membres de l'association qui sont allés en 2007, je crois, qui sont allés rencontrer le ministre et le conseiller d'État, je crois, qui s'occupait des transports, le gars s'est permis de dire aux gens qui étaient là, aux familles de victimes, un tel avion ne serait jamais... C'était le secrétaire d'État au transport. Un tel avion ne serait pas arrivé en France. Le gars dit ça aux gens. Secrétaire d'État au transport qui dit ça, ça veut dire qu'en Martinique, on n'est pas en France. Hein? Oui, on n'est pas en France. Donc un tel avion peut venir chercher des nègres et puis ils se cassent la gueule. Bon, on passe à perte et profit, on n'inquiète personne. On dit que c'est la faute des pilotes. Les pilotes sont morts. À un moment, ils nous ont même dit que ce sont les pilotes qui ont chargé l'avion. Depuis quand? Mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Et là, on veut leur montrer qu'ils se trompent parce qu'ils nous disent que pour cette affaire-là, ils ont déjà dépensé assez d'argent. Mais je comprends qu'ils aient dépensé de l'argent, puisque l'argent qu'ils dépensent ne sert à rien. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, M. Letchimy avait interpellé Mme Taubira à l'Assemblée nationale et avait demandé des fonds pour traduire le dossier de maintenance. Parce que dans une juridiction française, j'ai appris, il me semble, que tout doit être français. C'est une juridiction française, il faut que les personnes, les juges, les magistrats, les avocats, enfin tous ceux qui manipulent les pièces puissent comprendre. Madame Taubira, à l'époque, était ministre de la Justice. Madame Taubira, était ministre de la Justice. Donc il fallait faire une traduction des pièces en espagnol ou en anglais. Voilà. Alors, vous savez, ils nous donnent les éléments, enfin la justice nous donne les éléments, nous nous prononçons sur ces éléments-là, et après, il y a un débat contradictoire, enfin on se rencontre pour estimer, voilà. Et donc,
au moment où on nous remet les pièces de la maintenance, ces pièces sont en anglais et en espagnol. Donc, notre avocat demande que les pièces soient traduites, puisque nous avons un délai de 2 mois pour nous prononcer, et nous avons estimé qu'il fallait que les pièces soient traduites conformément à ce que préconisent les textes. Et donc, ça a pris 2 ans pour la traduction. Et vous aviez 2 mois. Et nous avions 2 mois. Donc, au bout des 2 ans, quand la traduction est arrivée, nous avons reçu non seulement un courrier du juge qui nous disait que la traduction était faite, et le même jour, par le même envoi, il nous disait qu'il clôturait le dossier par un non-lieu. Et qu'il annexait la traduction, ce qui veut dire que 500 000 euros, ça ce n'est qu'un exemple, 500 000 euros ont été dépensés pour rien. Juste pour la traduction. Juste pour la traduction. Et au moment où nous avons maintenant, 2 ans après, nous avons la traduction. Donc nous sommes en mesure de nous prononcer sur la maintenance. Oui. Puisque c'est là qu'on voit comment la Ouest fonctionnait, puisqu'on nous dit que c'était un avion nickel, clean, ok, on veut bien. Mais qu'on regarde le dossier de maintenance. Et c'est là qu'on voit que lorsque cet avion est arrivé à la West Caribbean, on allait chercher des pièces sur cet avion-là pour réparer les 2 autres MD qui volaient. Et quand les 2 autres qui volaient sont tombés en panne, on est retourné chercher des pièces pour réparer le seul qui s'est cassé la gueule à Maracaibo. À Maracaibo. Donc, et ce qui est interdit d'après le constructeur, des pièces de Rochon ne doivent pas être réutilisées, me semble-t-il. En fait, d'après ce que j'ai lu dans... C'est-à-dire qu'on doit avoir une traçabilité. Ouais. Ça peut se faire, mais il faut qu'il y ait une traçabilité, sauf que la Ouest a été justement condamnée pour ça. Il n'y avait aucune traçabilité. Des liquides, il y avait des pièces qui traînaient partout dans le hangar, il n'y avait pas de classement, il n'y avait pas de traçabilité, il n'y avait rien du tout. Et donc... nous voulions justement nous prononcer à ce moment-là sur la maintenance, puisque nous avons la traduction, nous avons pu évaluer. On nous a dit, ah ben non, le délai de 2 mois est passé. Alors voilà comment nous avons été traités par la justice française dans ce dossier-là. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, pour que vous puissiez continuer le combat, il vous faut de l'argent. Vous avez déjà dépensé combien d'argent dans cette histoire? Alors dans cette histoire, il faut savoir que nous avons fonctionné pendant pratiquement 15 ans, pas pratiquement, pendant 15 ans, nous avons fonctionné exclusivement avec le produit du match de football, c'est-à-dire les 550 000 euros. Mais sur cet argent-là, nous avons payé des avocats, nous avons payé des expertises, nous avons payé des traductions aussi. Et nous avons, pendant des années, jusqu'à 2017, je crois, nous avons aidé les enfants, les orphelins. À chaque rentrée scolaire, on donnait un petit chèque aux enfants. Parce que nous ne supportions pas l'idée que ces enfants-là, juste parce que leurs parents sont morts dans un crash, qu'ils finissent dans des voies de garage ou qu'ils ne puissent pas faire les études qu'ils avaient programmées. Bon, ce n'était pas conséquent, mais multiplié par le nombre de scolaires, enfin... C'était des enfants d'école et de lycée, des enfants qui faisaient aussi des études supérieures. Donc, nous les avons aidés un certain temps et puis nous n'avons plus eu ces moyens-là. Et donc, nous avons payé aussi beaucoup de frais, beaucoup d'honoraires d'avocats. Et puis aujourd'hui, on est essoufflé. Alors, vous parlez de match. Est-ce qu'on peut rappeler de quoi il s'agit? Alors, en 2005, vous savez, dans les équipes françaises, il y a beaucoup d'Antillais qui jouent. Et qui permettent à la France de remporter des matchs. Voilà, ça c'est clair. Et donc, ces Antillais-là ont demandé à la Fédération française de football d'organiser un match en Martinique pour aider les familles. Et ce match a eu lieu en décembre, c'était France-Costa Rica. Je crois que beaucoup s'en souviennent. Je ne sais pas si le Costa Rica est revenu très récemment, je crois. Non, je ne sais plus. Et donc, ils ont laissé, pour ce match-là, ils ont laissé leur prime, ils ont tout laissé à l'association. Et ça faisait 550 000 euros. Et nous nous sommes battus pour avoir cet argent-là, parce que l'État voulait garder et faire comme si c'était un don que lui nous faisait de manière à pouvoir gérer. Parce qu'une association qui a de l'argent, une association de 800 membres,
c'était un danger, entre guillemets, pour l'État. Donc on voulait nous... Oui, saucissonner. Voilà. D'accord, donc merci à ces joueurs martiniquais, antillais qui jouent en France. Merci à ces joueurs, oui. Et je pense qu'on va peut-être devoir faire appel à eux pour qu'ils mettent un petit quelque chose dans la cagnotte. Oui. Parce qu'on est vraiment... on a envie quand même que cette vérité-là sorte. Parce qu'elle existe, la vérité. Oui. Elle est là, elle existe. Alors, Président, aujourd'hui, pour faire face à tout ça, il faut encore combien d'argent? Alors, aujourd'hui, je ne peux pas donner un chiffre rond. Mais ce que je peux dire, c'est que pour les audiences des 28 et 29 novembre 2022, là, juste dans 2 mois, je crois, voilà, il nous faudra 500 000 euros. Et dans les 500 000 euros, je n'ai même pas compris les frais de simulateur et de règlement des pilotes et de l'expert. Ça, je considère qu'avec le petit fonds qu'on a, on pourra payer ça. Mais il nous faut 50 000 euros pour payer les avocats. Et donc... 50 000? Oui. Parce que nous avons... Pardon, vous avez parlé de 500 000, hein? C'est 50 000 ou 500 000? 50 000. Ah, d'accord, vous avez dit 500 000. Non, 50 000. 50 000, d'accord. Ah non, pas 500 000. Quels avocats ce seraient? Tous les avocats de la planète, je pense. Alors, justement, nous avons, et j'insiste, nous avons Maître Constant et Maître Boulogne-Yangting qui font du bon travail, qui nous accompagnent depuis très longtemps. Mais nous avons aussi d'autres avocats sur la procédure qui viennent uniquement dans ces occasions-là, parce qu'ils étaient présents en mai 2018, lorsque nous sommes allés devant justement à la Chambre pour cette histoire de non-lieu. Donc, ils reviendront. Et il faut les payer. Ils reviendront prêter main forte. Il y a aussi Maître Ursule qui ne fait pas partie de l'équipe, mais qui nous prête main forte quand c'est nécessaire. Donc, il faut payer ces avocats-là, puisque ils ont des éléments et ils connaissent le droit. Hein. C'est pas moi qui irai dire voilà, il faut faire ça, il faut faire ci. Et donc, on a besoin qu'ils soient tous là pour cette étape qui est extrêmement importante, parce que si on n'arrive pas à prouver ce que nos experts ont trouvé comme élément, si on n'arrive pas à le prouver, le non-lieu sera confirmé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une étape extrêmement importante pour nous, pour les familles, pour la Martinique aussi. Et on va mettre tous les moyens pour qu'on aboutisse à cette... qu'on aille vers la vérité, qu'on obtienne justement que cette vérité-là soit dite, que cette démonstration-là soit faite. Il faut absolument que nos experts... Alors, on a en particulier un expert qui s'appelle M. Jacques Istueta, et il a donné beaucoup de son temps déjà pour l'association, hein, bénévolement, mais il y a un moment où il faut arrêter d'exploiter les gens. Donc, voilà. Donc, il a sa note d'honoraire. Cette fois, on va le payer. Cette histoire de non-lieu me fait penser à la chlordécone, l'histoire de chlordécone, des documents qui disparaissent entre un vol entre Martinique et Paris, encore une histoire d'avion. Et cette façon de, finalement, que les Martiniquais ou les Guadeloupéens, nous sommes dans le même bateau concernant l'histoire de chlordécone. À un moment donné, ils se demandent est-ce que nous sommes vraiment français? Pourquoi on ne bénéficie pas des choses comme un département français de là-bas, de l'Hexagone? On a un peu l'impression qu'on est délaissé pour compte lorsqu'on voit des grosses affaires comme ça, que l'État ne s'y engage pas. Et vous parlez de 50 000, de 500 000 euros, c'est de l'argent qui aurait dû être dépensé par l'État pour permettre que la vérité éclate, quoi. Enfin bon, je dis ça, mais je ne sais même pas si ça vaut le coup de dire tout ça, tout le monde le voit. Mais vous êtes dans une impasse parce qu'il manque de l'argent, parce que c'est une histoire de diplomatie entre la France et certains pays. Mais il y a quand même 152 personnes qui sont décédées. Mais vous savez, je suis arrivée au stade où je me dis que des vies humaines, ça n'a pas vraiment de poids pour l'État français, d'autant plus qu'il s'agit de vies d'Antillais, de Martiniquais.
Pour eux, c'est c'est peut-être moins important. Je me rappelle, à l'époque, quelqu'un avait dit que si c'était 152 Mercedes, peut-être qu'on aurait fait plus attention. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a l'impression que les vies humaines, nos vies, que ça ne compte pas. Que ça ne compte pas, qu'on peut jouer avec. Et là, dans le cas d'espèce, c'est d'abord, pour moi, c'est d'abord l'aviation civile française qui n'a pas fait son boulot. Et ça, je pense que si les juges aujourd'hui ne font pas leur travail correctement, c'est parce qu'ils sont conscients du fait que toute la responsabilité, au départ, la première plaque, la première faille, elle est au niveau de l'aviation civile française. Parce qu'on peut toujours reprocher à la West Caribbean d'avoir un avion pourri. Mais qui l'a fait venir? Qui a donné le feu vert pour que l'avion pourri vienne en Martinique? L'aviation civile française. Donc, je pense qu'ils sont bien conscients que de leur part de responsabilité, c'est comme pour le cas de l'empoisonnement au chlordécone, ils savent bien qu'il y a la responsabilité de l'État français, mais on tourne autour et on fait durer le plaisir, on fait durer, en sachant bien que plus ça va durer, plus nous serons démunis, plus des gens, les familles vont abandonner, plus... Les gens vont disparaître aussi, ils seront peut-être morts. Il y en a beaucoup qui meurent déjà, et plus dans le conscient collectif, en fait, plus la mémoire va se vider de cet événement-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'était quelle date encore? Les gens ont tendance à oublier. Ça fait quand même 17 ans. Ben, même si pour nous, les familles, on ne comprend pas que les gens oublient, mais le temps passe. Donc, je pense que ce n'est pas par hasard qu'on fait durer ces affaires-là. Il y a une similitude entre ces deux affaires. Pardon, la chlordécone était interdite en France. Oui. Mais on a trouvé le moyen de faire ce qu'il fallait pour que ce soit continué à être vendu aux Antilles. Oui. Cet avion poubelle pouvait venir ici en Martinique, pas de problème, mais il ne devait pas atterrir à Oli ou à Roissy ou dans n'importe quel grand aéroport de là-bas. C'est deux perceptions des choses. Oui, il faut bien qu'on comprenne, il faut bien que les Martiniquais réalisent, comprennent, s'éveillent et voient bien comment nous sommes traités. Est-ce que nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone? Encore que citoyen, c'est un bien grand mot. Ou alors, est-ce que nous avons des droits? Les droits les plus élémentaires? On a le droit de connaître la vérité. C'est un droit. D'ailleurs, eux-mêmes étaient montés au créneau pour nous annoncer qu'ils feraient tout pour que nous connaissions la vérité, que nous sachions ce qui s'est passé. C'était élémentaire. C'était le droit le plus élémentaire. Eh bien, ce droit-là, il nous est retiré. On nous l'a volé, ce droit-là, en tout cas jusqu'à maintenant, et nous nous battons pour une chose qui aurait dû être automatique. Parce que si le dossier avait été bien étudié, s'ils avaient investigué dans tous les champs possibles, comme nous leur demandions, comme nous leur disions, puisque nous ne sommes pas allés chercher des pièces dans un autre dossier ou je ne sais pas où, c'est dans le dossier de l'enquête, c'est là. Les personnes que nous pointons du doigt, mais elles sont dedans. Si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous ne voulez pas les voir, vous avez décidé de ne pas les voir. Alors, pour terminer l'entretien, Madame la Présidente, concernant cette cagnotte, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment faire? Qui appeler? Comment donner de l'argent? Quels sont les dons qui sont acceptés? Alors, je répondrai à la dernière question en premier. Alors, quels sont les dons qui sont acceptés? Nous n'avons pas de montant à imposer à quiconque. Je pense que chacun sait la valeur de ce combat-là. Chacun sait, s'il a en particulier les familles, mais même tous les autres, chacun sait quelle importance cet événement-là revêt, quelle importance la vérité présente pour nous, parce qu'on a besoin de savoir, de connaître ce qui s'est passé. Donc, on veut aider l'AFCA. On veut aider l'AFCA, mais on va l'aider avec les moyens qu'on a. Celui qui peut donner 10 euros, il va donner 10 euros. Celui qui peut donner 100 euros, il va donner 100 euros, 500 euros. Monsieur Granier peut donner 2000 euros, il n'y a pas de problème. Donc, chacun va financer à hauteur de ses possibilités. Alors, pour ce faire,
Il y a donc la cagnotte en ligne. On peut, pour faire plus simple, aller sur le site de l'AVCA, www.martinique-avca.org. D'accord. Ou alors, il y a à l'image le site sur lequel on peut procéder, on peut participer. Donc, c'est une cagnotte Letchi. On va à Letchi, cagnotte AVCA. Je pense qu'on peut trouver avec ça. D'accord. Voilà. En tout cas, vous avez besoin de 50 000 € pour l'instant pour continuer le combat et que ce dossier ne soit pas enterré, comme le dossier de la chlordécone semble vouloir être enterré. Et peut-être par la suite, il faudra encore d'autres argent. Donc, mais enfin, peut-être certainement, parce qu'il est clair que nous irons en cassation, puisque nous avons déjà 4 dossiers qui sont prêts. Et nous attendons la solution pour celui-là, pour savoir si on l'ajoute à ce qu'on a déjà, ou si on sépare cette partie-là concernant la masse. Bien. Et le ministre de la Justice, c'est un avocat. Donc, oui, ça, c'est clair. Hein? Il a dit, mon ministère sera celui des droits de l'homme et de je ne sais trop quoi. Donc, s'il dit ça, c'est qu'il se rend bien compte que les droits de l'homme sont bafoués. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas vu de changement. Il y a les mots qu'on dit quand on sera, et puis il y a la posture qu'on adopte quand on est. Moi, j'ai retenu que ce que les politiques promettent, ce sont on dit que les promesses de politique n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Tout à fait. On verra bien. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Eh bien, je vous souhaite de réussir à trouver ces 50 000 € et que le combat continue à avancer. Vous revenez autant de fois que vous pouvez à Zouk Télévision pour relancer cette histoire de cagnotte et faire un débat avec des experts, des avocats, de manière à éclairer les Martiniquais qui pourront poser des questions par téléphone. Donc, vous êtes ici chez vous pour que cette vérité puisse enfin éclater. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Merci à bientôt. Zouk TV. Au revoir, Madame. À bientôt.